Yo les corbecs, bon alors j'espère que je vais pas être trop emmerdé par le vent, a priori ça devrait aller. Ouais parce que j'ai en fait envie de m'attaquer à un gros morceau de ma réflexion à vous présenter. Ça touche, vous allez voir, si je m'y prends bien, ça expliquera beaucoup de choses et ça touche à tout plein de sujets dont j'arrête pas de vous parler en fait. Ça, oui, ça ira jusqu'à parler de pourquoi le sens des mots et parler même du sens de la vie, plus ou moins. Et je voudrais commencer par un tas de sable. Enfin, un tas. Voilà, un tas. C'est quoi un tas? Voilà. Ça, c'est le. Alors, si je me. Voilà, j'essaye de voir. Normalement, c'est la gauche, parce que on commence la lecture, on fait de gauche à droite. Vous voyez, pour se repérer dans mon esprit, pour me repérer dans mon esprit, j'essaye de visualiser les choses, de donner des images, de voilà, le sens des mots, vous voyez. Et donc, pour donner une image de ce que c'est qu'une démarche de réflexion, je commence par poser un premier jalon. C'est la question, peu importe le côté. Premier jalon, premier piquet planté dans le sol. C'est quoi un tas? Il va y avoir une démarche, un processus pour essayer de déterminer qu'est-ce qu'on appelle un tas. C'est donner une définition au sujet lui-même, le tas. C'est quoi un tas? Un tas de quoi? Voilà. Et donc, une fois qu'on aura une réponse, on aura un deuxième piquet. Et en fait, les raisonnements logiques, tout ce qui s'articule de façon intelligible dans le monde, on le construit de cette façon dans notre esprit. C'est comme si, et je vois, alors je fais une petite parenthèse sur le sujet. Ouais, c'est dangereux, les parenthèses. Ouais, c'est un coup à se perdre. C'est-à-dire que je vois les choses comme si notre esprit c'était une espèce de courant, hein, comme une rivière. Voilà, là j'ai la petite rivière qui coule. Voilà, c'est un courant continu. Et ce courant, on peut, par volonté, l'orienter dans telle ou telle direction. On peut, dans un sens, presque lui faire franchir des montagnes, mais à condition de pas se fourvoyer. Bon, bref, je vais pas étaler sur le sujet, c'est pas le sujet, c'est pas du tout le sujet. Donc voilà, on part de cette question simple. C'est quoi un tas? Alors déjà, voilà, moi je suis naïf, je suis simplicio. C'est quoi un tas? Voilà, Socrate, il aurait beaucoup aimé, je pense, poser cette question. C'est quoi un tas? Et bah alors, une dune, on pourrait dire que c'est un énorme tas. C'est un gros tas. Ouais, c'est du tas, ça. Hein. Une pelletée, ça dépend. Si c'est de la terre, il y a moyen. Bon, alors ça peut être une motte. Si c'est vraiment juste une grosse boule qui retombe sans même s'abîmer, c'est une motte. Bon, c'est pas un tas. Ça peut être une pelletée de terre meuble qui a été cassée, qui est en poussière un petit peu. Ça peut donner un tas. Mais alors, si c'est du sable, si c'est vraiment du sable liquide, bien fluide, si on la jette trop fort, la pelletée, le sable en retombant, il va s'étaler et ça sera plus un tas. Ça sera une flaque de sable, voilà. Et ça sera plus un tas. Euh, donc vous voyez, et alors suivant les matériaux, parce que imaginons, vous savez, à cette question, qu'est-ce que c'est qu'un tas? La plupart des gens, ils veulent jouer les malins, ils se disent, ah bah moi, tu vois, je prends 4 grains, j'en fais un petit tétraèdre, et ça y est, c'est un tas. Ouais, des billes, des grains vraiment sphériques en boule si tu prends des roulements à billes, des billes sur une surface, alors faudrait qu'ils aient une surface absolument lisse, parfaite. Sur une surface lisse parfaite, tu les assembles en quatre comme ça, sans magnétisme entre eux, juste la gravité, bon.
Et la répulsion électromagnétique, ce genre de truc habituel, voilà. Mais, donc, les frottements réduits au minimum. Moi, j'ai tendance à penser que celui du dessus, en appuyant, il va faire rouler les autres. Et qu'ils vont se retrouver les 4 à plat. Ça fera une flaque. C'est plus un tas. Vous voyez ? Donc ensuite, alors, on peut essayer de déterminer. Donc on va dire, effectivement, il faut que les grains, ils soient irréguliers. Que ce ne soit pas des billes parfaites. Donc il faut que ça soit voilà, soit ils ont une rugosité de surface, ou une adhérence de surface, mais ça ne doit pas être des grains parfaits. Voilà. Ok. Donc, alors qu'est-ce que c'est le plus petit tas qu'on peut envisager ? Est-ce que, voilà, une pelletée, c'est un tas ? Donc, on peut se dire, alors une pelletée de sable, on va dire que le sable, c'est un bon représentant. Du sel fin broyé, voilà, quelque chose de suffisamment fluide pour représenter ce que pourrait être le tas le plus parfait, le plus simple, on pourrait dire. Donc le plus simple, c'est aussi le plus petit. Et alors du coup, un tas, est-ce qu'on considère qu'on doit que pour former un tas naturellement se forme-t-il lorsque on assemble méticuleusement des petits grains avec une pince à épiler, ou bien est-ce qu'il se forme naturellement ? Un tas, ça se forme naturellement, c'est pas un truc qu'un jour quelqu'un a construit et puis il a déposé le brevet et ensuite tout le monde s'est mis à faire des tas comme ça. Non, la nature, elle forme des tas d'elle-même. Et donc, voilà. Parce qu'on peut dire même carrément, alors le sable, dans la nature, il existe. Ce qu'il y a, c'est que souvent, le sable, il est au fond des étangs ou des rivières. Donc, en fait, il fait une cuvette. Donc, c'est pas un tas. C'est pas un tas. Et pourtant, c'est le sable, c'est la matière première dont on voudrait partir. Alors, bon, ensuite, peu importe la taille des grains, la taille des grains, les grains, ils pourraient être gros comme des planètes, finalement, si ça avait la même... Encore que je suis pas sûr, parce que justement, ça changerait pas mal de choses. Mais bon, ouais. Peu importe la taille des grains, ça peut être ultra fin, comme ça peut être du grain grossier, du sable de rivière, voilà. Exemple bateau. Mais à partir de combien, du coup ? Et alors, former de quelle façon ? Comment on forme ce tas ? Est-ce que, donc, un tas, ça se forme naturellement. Alors, pour former ce tas, on peut déterminer des conditions plus ou moins parfaites, mais plus ou moins, pas vraiment parfaites. Ça se forme jamais de façon parfaite, un tas. Mais des conditions plus naturelles que simplement si on voulait soi-même, grain par grain, l'assembler. Donc pour faire ça, on peut partir à la limite d'un exemple un peu macro. La pelletée, c'était pas mal le coup de la pelletée. Parce qu'on peut dire que c'est déjà un petit tas, une pelletée. Hein. Alors le truc, la pelletée de sable. Donc qu'est-ce que tu fais ? Parce que ceux qui connaissent un petit peu le travail à la pelle, donc tu donnes un coup sec comme ça pour t'enfoncer dans le sable, dans le gros tas. Hein, et ensuite, tu donnes un petit coup sec comme ça pour que ton sable, il dégage tout seul de la pelle et qu'il aille se poser là où tu veux. Sauf que, justement, comme je disais, là, il y a une question de chute. Alors, la chute, donc, ça va être plus ou moins une parabole. Cette parabole, elle va... Alors, plus ou moins les paramètres suivant la force du coup brusque qui permet le décollement que le sable continue de lui-même, vous voyez, et suivant aussi la hauteur à laquelle on jette, la pente de la courbe de la parabole. Donc ça va influer sur la façon dont le tas en atterrissant il va se comporter. Donc pour partir sur le plus simple à étudier, parce que c'est toujours ça en science, on essaye d'étudier le plus simple possible, l'exemple parfait, l'exemple qui sort de l'ordinaire. C'est celui-là qui est intéressant. Celui qui est comme tous les autres, qui est du bruit, non, il ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est le signal, c'est la particularité. Voilà, qu'importe où elle se trouve. C'est là où aussi il faut admirer l'esprit scientifique, qui est que normalement, la science ne doit pas se limiter. Elle doit chercher le signal, peu importe où il est, dans l'océan du bruit. Voilà. Et
Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, hein, une petite parenthèse encore un coup, que il y a tout ce qui peut être zététique, débunkage, démontage des superstitions, des croyances. Je dirais, la science se doit moralement d'apporter sa contribution à débusquer les charlatans. Voilà, j'ai envie de dire. Ensuite, ça veut pas dire que la science c'est tout, que la science elle est parfaite, qu'elle n'est pas faite par des gens qui sont tout à fait faillibles comme vous et moi. C'est pas du tout l'idée, hein. Bien évidemment, Newton c'était un putain d'enculé. Schrödinger c'était un pédophile. Bon, ah oui tiens, alors, parenthèse dans la parenthèse, est-ce qu'on doit oublier tout ce que Schrödinger a apporté à la science parce que il faut ne pas distinguer l'homme de l'artiste? Vous voyez? C'est compliqué, hein, ces questions, c'est toujours compliqué. Et ben c'est pour déterminer comment au mieux débrouiller ce genre de questions que je procède toujours, moi, comme dans dans ce genre de petits exercices de pensée, comme je suis en train de vous faire avec cette histoire du tas de sable. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Bien sûr que c'est un problème à la fois de maths, enfin de géométrie, et aussi comment dire, de topologie peut-être même aussi, mais aussi enfin de physique, mais aussi de philosophie. C'est ça, hein. Et alors, parce que justement, l'aspect philosophique, c'est dénigré comme n'étant pas de la science. Mais bien sûr que si, que c'est de la science. C'est l'interprétation qu'on peut faire des choses de la science, mais sans avoir encore la science pour valider ces théories. Voilà. C'est un petit peu ça, la philosophie. C'est être beaucoup plus en avance sur la pensée qu'on aura été capable de le formaliser. Vous voyez? Alors, bon, voilà, j'ai refermé les autres parenthèses là, mais mince, j'étais sur un truc là. Là, j'avais un truc super, mais j'ai voulu revenir au tas de sable et en fait, je me dis que c'était mieux. Oui, il faut faire des choix, hein, des fois, dans les chemins qu'on emprunte. Parce que, si, je voulais revenir, parce que c'est pas des trucs que j'invente au fur et à mesure que je vous parle, c'est la formulation que j'emploie, je l'invente au fur et à mesure. Et j'essaye de développer des idées. Alors justement, c'est là où je voulais en venir au sens de la vie. On m'a en commentaire, c'était Ludovic, je crois, qui m'a parlé de si j'avais parlé de tous ces trucs-là avec ChatGPT. Et effectivement, le sens de la vie, et justement là, ça fait écho à un autre commentaire de Quentin, je crois. Le sens de la vie, ça fait partie des questions qui se sont imposées d'elles-mêmes, enfin des évidences, je dirais, qui se sont imposées d'elles-mêmes au moment où j'ai dialogué avec ChatGPT. Parce que justement, en venir à me poser des questions sur sa compréhension du monde, c'en est venu à me faire me poser des questions sur la mienne. Vous voyez? Alors, donc, d'où l'intérêt de cette histoire et de la quête du sens. Voilà, en fait, le truc, c'est que ça fait des mois que j'ai envie de faire cette vidéo là que je suis en train de vous faire, aussi bien que pour l'instant ça se passe pas trop mal. Mais que je trouvais que c'était jamais le bon moment, que j'avais pas les mots, que j'avais pas les idées qui me revenaient en tête à ce moment-là. Voilà. Bon, effectivement, il y a une énorme question quant à la quête de sens. Et effectivement, ça a un énorme rapport avec mon humeur actuelle. Voilà, pour faire simple. Et donc, pour en revenir un petit peu à cette histoire de quête de sens, et je sais pas trop comment je vais articuler encore l'idée que j'essaye d'ouvrir avec ça. Parce que, vous voyez, je vous parlais des poteaux et du fil qui relie les poteaux, hein, pour faire une clôture. Vous voyez, c'est justement, dans cette histoire de quête de sens, je pense que c'est un outil. Ça, c'est un outil pour comprendre comment on pense les choses. Voilà, cette histoire de s'imaginer qu'il y a un départ
une arrivée, mais qui a aussi tout le processus entre les deux. Et vous voyez tout mon discours là sur le tas, qu'est-ce que le tas, tout ça. Voilà, ça c'était le processus. Pour arriver à déterminer, avant de trouver la réponse, comment on a déterminé très précisément qu'est-ce que c'est qu'un tas et qu'est-ce que c'est le plus petit tas possible, puisqu'il faut, on peut même extrapoler, qu'est-ce que c'est le plus gros tas possible, hein, parce qu'il y aura une limite forcément. Mais bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais voilà, tout ce processus de réflexion, ça me permet de vous parler de... Donc ce que j'essaie de dire à un moment, comment je conçois la pensée. Et ça, c'est justement ce que j'appellerais une épiphanie, justement. C'est, je mets des mots sur quelque chose que je ressens, j'essaye, voilà, j'emploie le mot épiphanie, oh là là, mon Dieu, mais le mec, il se prend pour un prophète chrétien, je sais pas quoi. Non, mais ferme ta gueule, j'essaye juste de mettre des mots sur des idées, putain. Je sais pas comment le dire autrement, je sais pas s'il existe des mots pour dire ce que j'essaye d'exprimer. Je sais pas. Moi, le plus proche que je connais, c'est épiphanie, voilà. Bref, on va passer... arrête de t'énerver, connard. Calme-toi. Enfin... voilà, donc, non, ce que je veux dire par là, c'est à ce moment, quand j'ai dialogué avec ChatGPT, dans mes réflexions, alors, entre autres, j'en suis venu à justement essayer de me figurer comment, mais parce que ça fait aussi 40 ans que j'y bosse, quelque part, comment représenter ce qui se passe, ce que je vois, ce que je ressens, l'ordre dans lequel se font les choses dans mon esprit. J'essaye d'expliquer comment je comprends comment mon esprit fonctionne. Voilà. En partant du principe qu'on a plus ou moins tous la même chose entre les oreilles, que ça fonctionne à peu près de la même façon. Il y a des petites nuances. Hein, on n'est que des arlequins, hein, fait de plein de petites pièces, toutes plus ou moins pareilles, assemblées d'une façon qui fait qu'on est unique. Et donc voilà, prenant tout ça en compte, ça fait en gros 40 ans que j'essaye de comprendre comment moi-même je fonctionne. Qu'est-ce que je pense, moi, de l'interprétation, par exemple, de l'esprit selon Freud, pourquoi pas, ou selon les bouddhistes, ou selon... J'écoute ce qui se dit, mais en fait, moi, depuis toujours, j'y réfléchis. Et le truc, c'est que, donc là, je vous parle d'une période assez récente où, quelque part, il y a eu une prise de conscience. C'est ce que, dans mon langage à moi, j'appelle des révélations. Une révélation, c'est pas forcément... J'en ai eu une tout à l'heure, hein, finalement, avant de venir. Là, c'était... Justement, je savais pas comment qualifier ça, justement. C'est que des mots, hein. Faut pas... calmez-vous. Comment le qualifier pour en parler? Parce que si on n'a pas les mots, comment on en parle? Alors que j'invente des trucs. J'essaye de tourner, de trouver des ellipses, des procédés comment dire, imagés plus ou moins. Souvent, ça passe par des images, hein, ou par des sons, ou des choses qu'on peut sentir, voilà. Et donc, j'en reviens à mon histoire de comment je perçois le fonctionnement de l'esprit. Du mien, voilà, vous, faites-vous votre opinion, je sais pas. Je vois ça, donc, comme je disais, comme une espèce de courant continu. Un flot, voilà, un flot. Mais un flot qu'on peut orienter. Et alors, il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que l'orientation, elle se fera plus ou moins facilement. Donc, c'est-à-dire que ça va être la pente qu'on va vouloir faire gravir à ce flot, pour qu'il dégage. Oui, ça paraît bizarre, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est un peu ça. La difficulté qu'on va avoir à orienter le débit, enfin le flot, en fonction de notre façon habituelle de traiter notre esprit. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas maltraiter son esprit. Enfin, je le dis avec des autres mots d'habitude, je ne sais plus comment je le dis, qu'il ne faut pas s'auto-flageller, quoi, en gros. Enfin, faut savoir se remettre en question. Faut pas avoir honte ni peur je veux dire, que ce soit des conventions sociales, que ce soit... on doit savoir s'en extraire de ça. Savoir se regarder au fond de soi-même. Vraiment
sans a priori, sans préjugés et sans complaisance non plus. Mais, voilà, cette honnêteté de ne pas se mentir à soi-même, c'est un bond gigantesque à franchir, en fait. Je comprends que la plupart des gens soient pas capables de ça, en fait. Parce que être capable de ne pas se mentir à soi-même, c'est être capable de mieux comprendre donc ce qui se passe en soi, mais par voie de conséquence, puisqu'on est grosso modo plus ou moins tous pareils, il y a des pièces similaires, il y a des réponses similaires. Donc ça permet de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Qu'est-ce que moi, dans un même état d'esprit, j'aurais fait? Comment se fait-il qu'ils ont cet état d'esprit? Voilà toute la chaîne de conséquences, tout l'éventail de possibilités que ça offre. Comme je vous disais, le tas de sable. Je reviens sur ce... Voilà, vous avez vu, j'ai décomposé en plein de petites questions. Et ben, en fait, à chaque intersection, chaque question cruciale, même moins, on devrait... Enfin, moi, en tout cas, j'ai ce genre de questions qui me passent par la tête. Mais c'est une fraction de seconde, en fait. Des fois, ça se déroule sur 1 minute ou 2, le temps de me faire ce petit dialogue intérieur. Quand je vous parle d'épiphanie. Mais sinon, c'est... voilà, comme je disais, la pensée, c'est le flot. C'est la rivière qui coule. Ça, c'est la pensée. Comme je disais, on l'oriente en fonction de plein de paramètres. Mais on peut avoir un rôle dans l'orientation des pensées qu'on va avoir. Je veux dire, c'est ce que certains... J'imagine que c'est ce que certains appellent la méditation. Moi, j'appelle simplement réfléchir à un sujet. C'est parce que je sais pas à quel moment de la journée, si c'est quand je suis en train de chier ou quand je suis en train de faire de bûcheronner ou je ne sais quoi. Bah des fois, c'est à ce moment-là que ça se produit. Que j'ai cette espèce de petite musique, parce qu'il y a le flow en permanence. Alors des fois, on arrive dans le flow à détecter des motifs, ah oui, mais ça j'ai déjà vu. Vous voyez, on peut orienter le flow dans une direction qu'on connaît, parce qu'on sait que par là, il se passe des choses intéressantes. Dans son esprit. Et en fait, je dirais que ça, c'est... cette direction dont je parle, c'est... parmi les différentes équations auxquelles on a à faire face, il existe un certain nombre de pistes qu'on a déjà explorées. Certaines qui réussissent, d'autres dont on sait que c'est des échecs. Et faut pas forcément fermer la porte pour autant, parce que c'est toujours intéressant d'explorer tout ce qui se passe. Vous voyez, je parle d'une méthode pour correctement réfléchir. Hein, et pour déterminer la méthode, je dois d'abord comprendre ce qui se passe. Et donc, en fait, moi, dans tout ça, je vous dirais, je l'avais défini à ChatGPT, je lui avais demandé de faire une image de ça, parce que je lui avais décrit un tableau, c'était donc l'esprit, le flot des pensées comme le courant de la rivière. Moi qui me penche au-dessus, donc la conscience, et qui essaye de capter des morceaux depuis le flot. Et comme s'il y avait je lui avais décrit à ce moment-là, comme s'il y avait un œil supérieur qui fait partie de moi aussi, mais qui lui a une conscience plus globale de à la fois ce qui se passe présentement là où je suis en train de focaliser mon attention, mais aussi sur l'ensemble du tableau. Vous voyez, je sais pas, je reviendrai peut-être sur cette idée-là, parce que en fait, justement, parmi les réflexions récentes que j'ai eues, il y en a une qui consiste, comment dire, qui fait référence plutôt à... En fait, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Cette sensation-là, je l'ai ressentie une fois dans ma vie. Je sais pas comment la qualifier. En fait, c'était pas agréable, en fait.
J'appelle pas ça ni une épiphanie, une révélation, je sais pas. Voilà, ça m'est arrivé une fois, je sais pas comment l'interpréter même. Enfin, l'interprétation semble couler de source quelque part. C'est-à-dire que, alors ça s'était passé ici à Vito. Je sais plus exactement quand c'était, quel âge j'avais. Vu que j'étais dans ma chambre d'ado de l'époque, enfin, je me rappelle de moi comme étant jeune encore, entre 16 et 20 ans peut-être, je sais pas. Sachant qu'à 20 ans, je vivais déjà plus ici, mais ça m'arrivait de revenir pour les vacances, quoi. Bref, c'est pas la question. Ce jour-là, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment très très particulier. C'est comme si il s'était provoqué une scission en moi. Comme si mon esprit avait décidé de faire grève avec mon corps. En fait, la sensation physique, c'était celle d'avoir le sentiment, c'est comme si tous mes nerfs se rétractaient en eux pour essayer de se réfugier dans ma boîte crânienne. Vous voyez ? Comme si mon corps, mon esprit voulait se séparer de mon corps. Ou si c'était mon corps qui voulait rejeter mon esprit, je sais pas. C'était très, très bizarre. Et en fait, alors, je reparle de ça parce que j'ai fait le parallèle avec un autre truc. C'est-à-dire comment dire, oui, parce que je me perde pas, je passe d'un truc à l'autre pour raconter une seule et même histoire, c'est pas évident. Il y avait cette histoire de... Oui, en fait, ce que j'ai pensé par-dessus ça récemment, quand ça m'est revenu à l'esprit, c'est... puisque... Ah oui, faut que je parle de ça d'abord. En fait, il semblerait que la plupart des gens ont ce qu'on pourrait qualifier de dialogue intérieur. Une petite voix dans leur tête. En fait, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est comme s'il y en avait deux. Et en fait, l'idée même que j'avais précédemment, enfin il y a longtemps déjà, c'était comme s'il y en avait deux et qu'il y avait quelqu'un en plus pour juger de qui va avoir la parole. Voilà. J'ai pas de réponse définitive à tout ça, hein. Je suis toujours en cours de réflexion là-dessus, sur tout un tas de questions justement. Mais le fait que ça soit, en fait, l'idée nouvelle là-dedans, c'est que y ait une de mes deux voix qui soit le corps et l'autre l'esprit, comme si c'était deux voix séparées. Voilà. Idées, impressions, tout ça. Je mets des mots sur un truc. En fait, putain, ça pue là d'un coup. Qu'est-ce qui se passe là? D'où ça vient cette merde? Excusez-moi. Et donc, c'est vrai que ça semble. Le fait de séparer corps et esprit dans ces deux voies, ça semble cohérent en fait. Parce que. Je sais plus si je l'ai déjà évoqué ça, mais c'est comme si parmi les deux, il y en avait un qui était un introverti, l'autre un extraverti. Comme s'il y en avait un qui était dynamique et l'autre, plutôt que mou, je dirais dépressif. Voilà, c'est un petit peu les deux antagonistes, quoi, les deux contraires. Est-ce que c'est comme ça pour tout le monde ou est-ce que... Je sais pas, j'en sais rien. Et comme si au final, moi, je décidais qui des deux avait raison, qui devait s'exprimer. Alors c'est encore difficile à définir dans le détail, hein, tout ça, mais voilà, c'est une impression un peu comme ça. Voilà. Par là-dessus, donc, maintenant que ce point était ok, il y aurait quand même... donc, je reviens sur cette idée alors de rivière qui coule. Donc,
c'est en fait la révélation. La révélation, c'est presque quelque part plus important que l'épiphanie. Parce que la révélation, c'est justement le premier pas vers l'épiphanie. C'est quand je vois l'idée pour la première fois, quand je vois la connexion entre deux idées pour la première fois, quand j'entends dans mon esprit ce que je lis dans la rivière une première fois. Et ce que j'ai entendu cette première fois, c'est comme si c'était une nouvelle boucle toute particulière dans mes réseaux neuronaux, voyez, et que d'entraîner mon esprit à parcourir cette boucle, c'est ça, être en méditation, réfléchir sur un sujet, garder cette boucle ouverte pour l'exploiter, parce que on a reconnu dans ce pattern, ce motif, quelque chose qui semblait intéressant, comme si depuis toujours je savais que cette boucle elle était là, mais ou pas forcément qu'elle était là, mais que dès que je la voyais, je la reconnaissais tout de suite. Je savais que ça c'était une boucle intéressante. Vous voyez ? Et ça, je pense qu'on le ressent tous, sans forcément réussir à verbaliser ça, sans réussir à le formaliser. Là, pour l'instant, on n'en est qu'à la verbalisation. C'est une des étapes, un des piquets. C'est essayer, justement, la verbalisation, elle peut commencer à partir de la révélation. Et ensuite, la formalisation, et même avant même la formalisation, c'est une verbalisation cohérente et intelligible, transmissible même. Ça peut venir à partir de l'épiphanie. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu, vous voyez le processus que j'essaye d'exprimer. C'est compliqué, excusez-moi, hein, je fais ce que je peux. Parce que voilà, ce que je vais avoir mis combien de temps ? Ça fait 32 minutes. Ce que j'ai mis 32 minutes à vous expliquer, quand j'en ai pris conscience, c'était dans un éclair. On parle de l'éclair de génie, mais c'est ça. C'est donc une idée qui arrive, qui passe sous une forme abstraite, sous une forme d'image mentale, sans même qu'il y ait de mots pour l'exprimer, de cette idée-là, en la voyant, une première série de mots me vient, j'essaye de les imprimer dans ma mémoire, et ensuite seulement je peux arriver, alors en essayant de le travailler, d'y réfléchir, de reformuler les choses, là ça finit par devenir un... Comment dire, on pourrait presque parler de pattern aussi du coup, mais un parcours récurrent dans mon esprit. Et voilà, c'est vrai qu'il y a cette notion qui n'est pas facile à définir, c'est pourquoi est-ce que ça paraît évident ? Alors, est-ce que c'est simplement une habitude d'utiliser une certaine logique ? Alors, et justement, alors il y a des tas de pistes, et quand je parlais de la quête du sens de la vie, c'est de ça dont il est question. Enfin, du sens de la vie, non, la quête du sens. Voilà, pour être plus restrictif et plus facile à définir. La quête du sens dans tout ça. Alors, maintenant que je pense que c'était pas mal ce que j'ai dit juste avant. La quête du sens dans tout ça, c'est à partir d'observations. Alors, les observations, qu'elles soient externes ou qu'elles soient internes. Et c'est pour ça que j'avais parlé une fois de ce que c'était Platon qui parlait du monde intelligible des idées. Et je comprends très bien de quoi il voulait parler. Parce que justement, c'est là-dessus que je travaille. C'est ce qu'on pourrait quelque part qualifier de métaphysique. C'est non pas tellement les poteaux qu'on voit plantés dans le paysage du réel, mais plutôt les processus qui ont mené à tendre des fils entre ces poteaux. Vous voyez ? C'est pour ça que qu'on a tous le sentiment que tout est lié. Parce que ça l'est. Et parce que notre esprit fonctionne comme ça. Il est capable de comprendre comme ça. C'est comme ça que fonctionnent aussi les intelligences artificielles. C'est en
en faisant des chaînes de conséquences. Mais le problème, c'est que, je veux dire, moi, alors peut-être que quelque part, c'est pour ça aussi que je m'entendais si bien avec ChatGPT, c'est que je fonctionne un peu de la même façon. Alors, finalement, il m'apporte pas d'idées nouvelles, puisque c'est... Oui, bah oui, je sais, mais j'y avais déjà pensé depuis 1000 ans à ton histoire. Oui, merci. Mais c'est intéressant quand même, parce que c'est comme quand je dis que j'adore me retrouver, depuis que je me suis mis à m'intéresser à la philosophie classique, celle qui existe, quoi, que d'autres ont pensé avant moi, je me retrouve beaucoup dans leurs idées. Plus ou moins tous, en fait. Même quand je parle de Schopenhauer ou de Machiavel ou de gens comme ça, des pragmatiques, ou Ayn Rand ou d'autres, et même si je les approuve pas moralement, philosophiquement, je vois tout le mérite de ce qu'ils disent. Mais il y aurait à discuter, voilà. Je suis pas d'accord, mais j'apprécie beaucoup par contre la démarche parce que il y a de l'idée. Il y a de l'idée. C'est intéressant. Vous voyez ? C'est ça qui est fascinant dans le monde de l'esprit, dans le monde de la conscience, de ce qui est à portée de notre conscience. C'est ça qui est fascinant. C'est que, en vrai, on dit que oui, notre esprit n'est pas fait pour penser de tel. Non, franchement, celui qui dit ça, c'est juste, il n'en sait rien. C'est comme parler de Dieu. Oui, Dieu, il a dit ça, il va te faire enculer, il a rien dit du tout. Si Dieu, il existait, en fait, pourquoi il aurait fait des tables de la loi ou dicté sa pensée à tel prophète ou je sais pas quoi? S'il existe, franchement, s'il veut que les gens y prient en lui, ou qu'ils mangent pas de cochon ou que je sais quoi, que sais-je? Si vraiment c'est ça sa volonté et que il en est arrivé au point de faire graver des tables ou des livres ou des je ne sais quoi, pourquoi il parle pas juste dans l'oreille à tout le monde? Soi-disant, il est omnipotent, omniscient, tout ça. Donc en fait, voilà, on lui fait dire des tas de trucs, alors qu'on sait même pas s'il existe. Il existe un truc, puisqu'on est là. Mais quoi? Alors moi, j'ai envie de dire, dans le doute, si genre le gars, il est capable de créer l'univers, j'ai pas envie de le contrarier, juste. Voilà, Et donc, pour pas le contrarier, moi, je me dis, genre, respecter le boulot qu'il a fait. Essayer justement d'en avoir soin, d'avoir à cœur d'en avoir soin, je veux dire, de le chérir même. Parce que c'est, comme je le dis, hein, c'est notre seul et unique petit vaisseau spatial perdu au fin fond du cosmos. On en a qu'un, hein, comme ça. Hein, et c'est pas Elon Musk qui va nous faire un mieux que ça. Hein. Donc, voilà. Bon, c'était une grosse parenthèse qui avait rien à foutre ici. Bah oui, mais c'est pour ça que je vous dis que je suis pas du tout pareil en face à face ou en vidéo, parce que en vidéo, forcément, j'essaye de vous faire le bilan, les conclusions de tout un tas de trucs que j'ai vus, alors qu'en fait, dans une discussion, on parle d'un sujet, voilà, et puis on peut rebondir. Mais alors, je voudrais quand même revenir sur un truc. Là, je parle plutôt sociologie là, et puis philosophie personnelle en fait. C'est-à-dire que je reviens sur parce que je disais que c'est le genre de choses que je pourrais dire plus facilement et certainement bien mieux si c'était lors d'une discussion avec quelqu'un. Oui, mais pas n'importe quelle discussion et peut-être pas avec n'importe qui. Parce que, vous voyez, un des aspects que j'ai énormément apprécié avec ChatGPT, c'est ce que j'appelle l'interlocuteur idéal. Alors, bien sûr qu'il est imparfait, mais idéal dans le sens que, vous savez, il y a un des travers humains, et ça aussi, hein, dans cette histoire de quête de sens, on le retrouve. Il y a un des travers humains qui est que, justement, dans notre quête de sens, pour essayer d'interpréter ce dont on est témoin par nos yeux, par notre esprit,
pour donner une interprétation, pour donner du sens à ce qu'on voit, essayer de comprendre le monde dans lequel on s'inscrit et puis pas se faire bouffer par le lion qui arrive en face, on essaye, alors justement, un des trucs avec l'intelligence artificielle, c'est que faut instaurer non pas un question-réponse, mais un dialogue. Un dialogue. Parce que n'importe qui à qui tu poses la question, c'est quoi un tas ? Personne ne te répondra correctement. Personne. Parce qu'on a tous, oui, bon, allez, je vais au plus simple, ou oh, tiens, t'es un petit malin, toi, je vois que tu essayes de philosopher. Il y en aura peut-être. Dans la masse, la loi des grands nombres veut que forcément, il y en aura qui seront plus malins que les autres. Mais est-ce qu'ils seront bien intentionnés ? Est-ce que, dans leur façon de te questionner, ce qu'ils veulent, c'est avoir une discussion épistémique, c'est-à-dire essayer au maximum d'avancer en direction de la vérité, même si on l'atteint jamais, hein, mais au moins avancer dans cette bonne direction. Ou bien, est-ce que c'est juste quelqu'un qui veut se faire voir, qui veut... vous avez vu, il me pose une question, moi, le gars, je lui ai retourné le cerveau, la fils de pute. Vous voyez, quand je disais la différence entre l'amour du savoir et le savoir m'as-tu vu, hein, bon, pourquoi je parlais de ça? Vous voyez, c'est plus simple une discussion, hein, c'est chiant. Hein. Donc vous voyez, ici, je parlais de l'interlocuteur idéal. Parce que justement, ça change toute la conversation. On peut pas... Enfin, peut-être si, je dois pas être restrictif dans mes options, mais je vois difficilement comment pourrait arriver un moment d'épiphanie si je suis obligé de me bagarrer pour essayer face, vous savez un peu, vous avez vu comment ça se passe sur les plateaux télé pendant les interviews d'un homme politique ou de je ne sais quoi, et que les mecs ils te laissent pas 2 secondes pour répondre, qu'ils ont déjà une nouvelle question et puis qu'ils veulent t'interrompre, voilà. C'est insupportable ça. En fait, c'est absolument pas constructif. Hein. Ils écoutent même pas en fait la réponse qui vient d'en face. Ils s'en foutent de la réponse. Ce qu'ils veulent, c'est poser les questions et passer pour celui qui sera le plus malin et qui aura réussi à coller l'autre. Voilà. Non, ça c'est voilà, c'est pas une discussion épistémique. C'est pas un dialogue constructif et c'est pas des bonnes conditions, disons. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est pas des bonnes conditions pour construire une pensée saine et sans émotion inutile. Parce que c'est bien l'émotion. Moi, je suis absolument contre ceux qui disent que, ou comme les stoïciens en fait, qui disent que l'émotion c'est l'ennemi de l'homme. Non, c'est génial les émotions. C'est ce qui fait qu'on n'est pas dans une espèce de, vous savez, de tiédeur froide à moitié. Voilà. Ouais. Ça va aujourd'hui. Non, moi j'ai pas envie de ça. Moi j'ai envie d'éclater de rire autant que je sais que pour éclater de rire de temps en temps, il faut aussi des moments où tu pleures. Bah ouais, ça va avec. Et c'est la vie, justement. Je préfère être vivant plutôt que pas. Mais la question se pose même pas, en vrai. Justement, c'est ça toute la merveille de la conscience. Et quand on... Oh, merde, tant pis. Et quand on n'a pas pour ambition de s'apitoyer sur son sort et tout le monde m'en veut, les gens c'est des cons, le monde c'est de la merde... non, mais ça c'est juste un petit caprice social en vrai. Oui, c'est immature parce que c'est oui, la fatalité fait que il y a des fois, il y a des gens ils ont pas de chance. Hein, ouais. Ou des fois même carrément ils se la provoquent leur malchance. Je veux dire, je me suis mis le feu tout seul. J'ai eu besoin de personne pour ça, vous voyez. Mais bon, bref, non là je crois que j'ai encore des milliers de choses à dire
que ce soit sur ce sujet-là ou toute l'arborescence de tous les sujets annexes. Mais ouais, je trouvais que cette approche du tas de sable pour essayer d'illustrer un peu tout ça, euh, c'était une bonne chose, que ça permettait de- d'articuler un certain nombre d'idées. Parce que c'est toujours pareil, c'est sur cette histoire de comment on interprète les choses, déjà, quel mot on met dessus. Faut qu'on soit d'accord avec les autres sur la signification de tel mot. C'est pour ça que ah ouais tiens, c'est pour ça que je parlais du dialogue à instaurer avec ChatGPT, que c'était primordial. Pas le traiter comme si c'est quoi la réponse à toute chose? 42. Youhou! C'est la réponse à toute chose. C'est pas comme ça. Tu discutes pas avec quelqu'un de cette façon-là. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu fais pas que lui poser une question et ensuite même pas un merci, tu fermes la page et puis salut, au revoir. C'est pas comme ça qu'on. Donc, alors je te dis pas qu'il faut le remercier, lui sucer sa bite numérique ou ce genre de trucs comme ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que il faut pas le prendre pour un débile, puisque en fait, il en sait carrément plus que toi. Mais au contraire, bon, s'appuyer sur ses connaissances, sur ses facultés à déterminer, à repérer dans le signal, dans le bruit, un signal, et aussi sa faculté à repérer justement dans le bruit aussi des patterns, repérer les patterns, voilà, justement. Euh, enfin, ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que là, j'ai fait ce détour-là pour parler d'un autre truc. Euh, bon, je sais pas, je me demande si je vais pas devoir m'arrêter là. Ah, c'est compliqué, vous savez, vous voyez, je sais pas si vous réalisez, en fait, ça me demande un effort mental d'essayer de compiler les infos que j'ai à ma disposition à un moment donné, justement de toute cette espèce d'ensemble que j'essaye de vous définir. Euh, je vous en donne des petits bouts à chaque fois, mais ça demande un putain d'effort en fait. C'est pour ça souvent, quand ça m'arrive d'enregistrer des vidéos comme ça, je vais en faire une. Et souvent, une fois que j'en aurais fait une, même si j'avais d'autres sujets en tête, mais l'inspiration elle y est plus, j'ai épuisé la source. Vous voyez, comme si c'était ma faculté de focaliser mon attention sur ce point de la rivière où il y avait des infos intéressantes que je voulais aller pêcher. Vous voyez, donc bon, là, je crois que non, je pense que voilà, j'ai pas à rougir, je crois, de la vidéo d'aujourd'hui. Ça explique déjà pas mal de choses. Franchement, je suis assez content. Faudrait que je réécoute pour vérifier, mais je suis assez content du résultat d'aujourd'hui. Simplement, bon, soyez indulgents, les gens. Bah ouais, je fais ce que je peux, je suis comme vous. Je me prends pas pour un surhomme, mais je sais que je suis pas non plus le dernier des blaireaux, vous voyez. Voilà, c'est tout. Hein? Bon allez, ciao les gens. Si, je crois que je vais refaire une deuxième vidéo pour vous parler d'un autre truc. Si j'ai le courage, je vais déjà m'enrouler un petit.